Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Notre Histoire en tête. Je m'appelle Martin Lavallée et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en studio Emmanuel Lapierre, qui vient nous parler de son récent ouvrage, qui est en fait votre premier ouvrage, paru chez Boréal à l'automne 2023, qui s'intitule « Le duel culturel des nations ». Bonjour Emmanuel Lapierre et bienvenue. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci. Vous êtes enseignant en histoire au collégial et vous vous intéressez depuis quelques années au sujet de la nation, au sujet de la culture notamment, autour de la question des symboles nationaux comme le hockey au Québec. À cet égard, vous avez publié des articles dans la revue Globe, Revue internationale d'études québécoises, en 2012, et dans un ouvrage collectif intitulé « The Same but Different, Hockey in Québec », paru en 2017 chez McGill Queen's University Press. Alors, dans l'essai que vous venez de publier et il y a une sorte de volonté de réhabiliter le nationalisme, hein, qui est, faut le dire, il est un petit peu perçu de façon négative de nos jours. Chez une frange de la population, c'est vu comme quelque chose de repoussant. Même des fois, il y en a qui apparentent ça à de la xénophobie, à un rejet de l'autre. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Donc, et vous démontrez d'ailleurs dans votre ouvrage que plusieurs de ces perceptions négatives-là à l'endroit du nationalisme, elles ne sont pas fondées. Et vous soutenez d'ailleurs aussi que la défense des nations, c'est une condition pour préserver les différentes cultures nationales, les cultures humaines contre l'uniformisation planétaire. C'est donc une excellente réflexion à laquelle vous nous conviez, très intéressante, et puis on va essayer d'y réfléchir ensemble, de l'approfondir dans les prochaines minutes. Mais pour briser la glace, j'aimerais ça vous demander d'où vient cet intérêt que vous avez pour le nationalisme, les identités culturelles, les symboles nationaux, etc. Ça vient de plusieurs sources différentes. Je pense peut-être la plus importante, ça vient d'une fille. Oh, okay. L'amour, toujours l'amour. Ouais. Avec qui je suis sorti. Moi, j'ai immigré au Québec quand j'étais tout jeune du Pérou avec mes parents. Ma mère est québécoise, mais mon père est péruvien. Et j'ai grandi donc avec des immigrants de première et deuxième génération quand j'étais chez mon père, parce que mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune. Okay. Donc j'ai connu toute cette espèce de culture qui existe entre les immigrants, la perception qu'ils peuvent avoir du Québec ou du Canada, et qui essentiellement, ce que ça dit en gros, c'est que la culture québécoise, la langue québécoise, c'est pas intéressant. Puis, par contre, n'importe quelle autre culture, ça, c'est intéressant, par exemple. Ça, c'est riche, ça vaut la peine d'être découvert, la musique, le cinéma, n'importe quoi. Puis, j'ai un peu grandi là-dedans. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui m'a fait changer d'idée, mais elle n'était pas une fille politisée particulièrement. C'est une fille qui aimait chanter, okay. Tout simplement. Et puis, elle aimait chanter la chanson francophone, la chanson française, la chanson québécoise. Et puis, j'ai sorti avec cette fille-là pendant 10 ans. Puis à force, elle affirmait sa culture, la langue et tout. Elle faisait juste aimer chanter. Okay. Elle aimait tellement ça. Elle me faisait aucun discours politique. Elle me disait jamais, écoute ceci, fais cela. J'ai juste été témoin. C'était naturel. C'était naturel. Et puis pendant 10 ans comme ça. Et puis c'est comme si son amour de la langue française, son amour du Québec, son amour ça s'est transmis. Et puis ça a opéré en moi un changement. Ça m'a fait regarder la culture québécoise d'un autre œil, la langue française d'un autre œil. Parce que moi, avant, j'étais un peu comme, je pense, la majorité des immigrants, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de culture de la détestation du Québec qui se transmet chez beaucoup d'immigrants. C'est pas de leur faute, ça vient pas d'eux autres, ça vient d'un ensemble plus grand qui s'appelle le Canada et qui diffuse ça, qui transmet ça. Ça s'en va jusque chez les immigrants. Et puis moi, j'ai été affecté par ça, finalement, une grande partie de ma jeunesse. Et puis là, cette transformation-là s'est opérée, puis ça m'a permis d'aller de l'autre côté du miroir, finalement. Okay. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au nationalisme, parce que là, j'ai commencé à avoir des ficelles. Ah. Et puis, je dis, il y a quelqu'un qui tire des ficelles quelque part, ça m'intéresse. Vous vous êtes aperçu que ce qui était perçu chez certains immigrants dont vous faisiez partie, comme quelque chose de ringard, de dépassé, puis ça ne l'était pas, dans le fond, c'est ça? Exactement, tout à fait.
Et puis, alors, quand je me souviens, là, et le déclencheur, l'élément déclencheur, c'était quand j'étais à l'université, j'étais en train de faire ma maîtrise, puis moi, je m'enlignais pour faire ma maîtrise sur l'esclavage aux États-Unis, tu sais, là. Okay. Et puis là, je suis tombé sur un livre de deux types qui s'appellent Gruneau et Whitson, c'est des Canadiens, et puis qui ont écrit un livre incroyable qui s'appelle Hockey Night in Canada. Okay. Ça, faudrait que ça soit traduit, ça n'a aucun sens. Ça date de 1993, je pense, c'est très vieux. Mais ça explique en gros comment le mythe autour du hockey comme fondateur de l'identité canadienne, à quel point ce n'est pas tant valide que ça. À quel point le hockey, c'est quelque chose qui a été créé artificiellement, finalement. En fait, la culture du hockey comme étant comme un objet national, à quel point c'est artificiel et comment ça l'a été fait. Donc, ça a été ça leur livre. Alors, moi, ça a été comme une espèce de déclic dans ma tête, une espèce de bougie d'allumage. De bougie, oui, c'est ça. Il y a une bougie qui s'est allumée et puis, c'est bon, j'ai commencé à ce moment-là. OK. Ouais. Alors, je rappelle que votre ouvrage, c'est un essai avec toute la liberté que ce genre littéraire permet, autant dans la structure que dans la réflexion. Et il se divise en deux parties. Alors, on a une première partie qui est plus théorique, qui analyse la question du nationalisme à l'aide de certains penseurs qu'on va voir dans quelques minutes. Et il y a une deuxième partie où là, vous décrivez concrètement ce qui est, selon vous, le duel culturel des nations. Alors, on va commencer par la première partie que vous avez intitulée « La dichotomie de Kohn ». Une théorie qui est manichéenne du nationalisme qui a été mise de l'avant par le penseur américain Hans Kohn et qui est encore, on l'a vu et on va le voir aussi, qui est encore présente dans certains esprits contemporains. Alors, cette dichotomie-là d'Hans Kohn, elle présuppose, elle postule qu'il y aurait un bon nationalisme civique, politique, et un mauvais nationalisme ethnique. Alors, pouvez-vous nous décrire un petit peu sa pensée à Hans Kohn et puis comment est-ce qu'elle a percolé jusqu'à nos jours? Oui, donc Hans Kohn, lui, il pense donc qu'il existe effectivement deux sortes de nationalisme, donc qui s'excluent mutuellement. C'est ça la clé dans son affaire, c'est qu'ils peuvent pas vraiment coexister, ils s'excluent. Donc une nation, elle est nécessairement civique ou elle est nécessairement ethnique. Elle est l'un ou l'autre. Okay. Elle n'est pas les deux. Donc elle a comme une essence. Et lui, il classe les nations. Donc, pour lui, il existe des nations qui sont supérieures aux autres d'un point de vue moral. Donc, la première nation au monde, finalement, ce serait les États-Unis, qui seraient moralement supérieurs à toutes les autres et qui, à cause de cette supériorité morale, tirent les autres nations vers la lumière, finalement, vers le haut. Okay, donc, c'est comme le berger qui guide toutes les nations du monde. Hans Kohn était un être très religieux. Donc, pour lui, il voyait un peu, je pense, le concert des nations comme finalement une espèce de chemin vers la rédemption. C'était ça son idée. Et puis, vous démontrez dans le fond, dans votre livre, que sa vision du nationalisme, elle est très subjective. Hein? Elle est issue de son parcours. Lui, il était né à Prague, il était de langue germanique, et puis je pense que le fait de voir Prague, la Tchécoslovaquie, changer à une certaine époque, ça l'a affecté. Hein? Ça l'a beaucoup affecté. Alors ça, dans ce livre-là, il y a plusieurs, on pourrait dire, couches de sens dont je ne parle pas, que je ne nomme pas, et j'ai fait exprès pour le rendre intéressant, pour le rendre riche. Et une de ces couches-là, c'est exactement ça. Hein? C'est de dire que nos vies personnelles affectent notre vision du monde, finalement, que toute vision est subjective. On le sait, mais même en tant que chercheur, on le sait, mais c'est comme si ça ne rentre pas dans notre cerveau. Ouais. Mais là, j'ai essayé de vraiment bien le faire comprendre. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne peut pas chercher la vérité, chercher à atteindre une grande vérité. C'est pas ça du tout, ou qu'on ne peut pas faire preuve de rigueur, c'est pas ça. Mais bref. Fait que, donc, oui, effectivement, la vision d'Hans Kohn a été grandement affectée par son passé, sa jeunesse, notamment sa vie à Prague, où il a cherché son identité. Donc, dans ce livre-là, je parle de la recherche, de la quête d'identité d'Hans Kohn, qui a été élevé, lui, c'est un juif, il vient d'une famille juive, mais il a été élevé en allemand, parmi la minorité allemande de Prague. Qui ne se mêlait pas du tout aux Tchèques de la Bohème, de la région de Bohème à cette époque-là. C'était une sorte d'élite. C'était une sorte d'élite. Et
Bon, j'ai forcé un peu le trait parce que je trace une comparaison. À un moment donné, j'en parle de la comparaison qu'on peut faire avec la minorité anglophone ici au Québec et les francophones pour être vraiment certain que tout le monde allait bien capter. Mais je pense que c'est assez évident. Quand on fait la lecture, on y pense tout de suite à ce qui se passe ici au Québec. On peut voir des parallèles. On peut tracer des parallèles assez évidents. Et puis, donc, lui, il est parti dans sa quête d'identité et il a été frustré. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a été frustré parce que la minorité à laquelle il s'attachait, donc la minorité allemande de Prague, a été balayée par la création de la Tchécoslovaquie. Et il faut dire que l'autre portion d'identité qui était en lui, qui était son identité juive, qu'il a découverte, qu'il s'est réappropriée parce que c'est sa mère qui s'est beaucoup occupée de lui, n'accordait pas une très grande place à la religion. Et puis, donc, il a grandi ignorant de sa langue, du yiddish, ignorant de sa religion, de la religion juive. Et il s'est réveillé à un moment donné, vers 17-18 ans, et il s'est dit « Ah, mais je connais rien de ça, j'aimerais ça comprendre qui je suis. Alors, je vais essayer de me réapproprier la religion juive. Je vais essayer d'apprendre des rudiments d'hébreu. Je vais essayer il va se rendre dans un groupe qui s'appelle Bar Kokhba. Il va, dans le fond, finalement, fraterniser avec d'autres comme lui, qui étaient acculturés, des Juifs de la région de Prague. Et donc, ça va être son autre grande quête identitaire tout au long de sa vie, finalement. Et c'est ça qui va le mener, donc, vers sa définition du nationalisme qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et puis quand on parle on va tout de suite pour les auditeurs, définir qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'ethnique, de nationalisme ethnique. Souvent, on a une vision un peu péjorative de ce terme-là, mais dans le fond, c'est assez... c'est pas associé à la race comme certains pensent, là. Non. En fait, les chercheurs du nationalisme sont tellement conscients de cette teinte négative qui est associée au mot ethnique qu'ils ont essayé de le substituer par le mot culturel. Ouais, c'est ça. Donc, on parle beaucoup de nationalisme culturel aujourd'hui. Et en fait, donc là, tu as toute une variété de gens qui vont dire différentes choses. Il y en a qui vont dire non, le nationalisme ethnique, ça inclut nécessairement un sentiment d'appartenance à une race. Il y en a d'autres qui vont dire non, pas du tout. C'est simplement un synonyme de nationalisme culturel, finalement. Alors, il y a des gens encore aujourd'hui qui vont se positionner différemment par rapport à ça. Moi, personnellement, je le vois vraiment comme un synonyme de nationalisme culturel, c'est-à-dire que c'est une volonté de vouloir partager une langue, de vouloir partager une culture, de vouloir partager une mémoire. Ça s'est bien passé, ça s'est moins bien passé historiquement, même juste à travers cette volonté-là dans les différents pays. Par exemple, c'est ça qui fait en sorte qu'on a voulu au 19e siècle dans tous les pays du monde, assimiler des minorités. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est obligé de se passer comme ça. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on comprend que le nationalisme ethnique, oui, c'est la volonté de partager une langue commune et tout ça, mais on comprend aussi en même temps que les gens peuvent garder leur culture d'origine, pouvoir la conserver, la diffuser et enrichir même le socle commun. Le socle commun, oui. Et puis donc, Hans Kohn, cette théorie manichéenne-là va faire son chemin au cours du 20e siècle, mais il y a une autre philosophe juive, elle aussi, d'origine germanique, elle aussi, mais quoique elle, c'était plus d'Allemagne. Et puis, on parle d'Hannah Arendt, qui, elle sera pas d'accord avec Hans Kohn. Elle, dans son ouvrage « Les origines du totalitarisme », elle va remettre en question sa vision à Hans Kohn. Entre autres, elle soutient que le nationalisme véritable, dans son essence, eh bien, il vise l'égalité entre les humains. Et puis que le nationalisme ne serait pas à l'origine non plus du nazisme en Allemagne. Lui, Hans Kohn disait ça. Et donc, elle va rejeter cette théorie-là. Présentez-nous un petit peu sa vision des choses à Hannah Arendt. Ben lui, il publie les origines. Lui, il publie l'idée du nationalisme. Il publie ça en 1944. Dès 1945, Hannah Arendt publie un article qui détruit un peu la théorie d'Hans Kohn et elle récidive donc 7 ans plus tard avec les origines du totalitarisme, un des plus grands ouvrages du 20e siècle. Et donc effectivement, pour Hannah Arendt, donc le racisme, finalement, n'a rien à voir avec le nationalisme. Pour elle, ce sont deux choses complètement différentes. Et pourquoi? Parce que le but du racisme, c'est de montrer qu'il existe une inégalité fondamentale entre les êtres humains, qui ne peut pas être comblée.
Alors que le nationalisme fait précisément l'inverse. Il cherche à créer une égalité entre les êtres humains. Une égalité de droit, une égalité de langue, une égalité de... Bon. Alors, les deux cherchent des buts opposés. Et donc, c'est pour ça que, selon elle, les nazis, leur objectif visait à détruire le nationalisme en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils s'entendaient si bien avec les aristocrates ou les gens qui pratiquent du grand commerce international. Les industriels, dont les buts étaient similaires. Et ça peut nous sembler lointain, tout ça, mais encore aujourd'hui, c'est la même dynamique qui se reconduit. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que quand on regarde sur le plan politique, il y a des gens qui vont détester le nationalisme autant à droite qu'à gauche. C'est quand même extraordinaire de remarquer ça. Ouais. Et c'est encore la même raison. Les gens qui sont à droite, ils vont détester le nationalisme précisément parce qu'il fait obstacle à la mondialisation, parce qu'il fait obstacle aux industriels, parce qu'il fait obstacle à la grande uniformisation du monde, le fait qu'on puisse vendre la même patente partout autour du monde. Tu sais. Alors, c'est exactement la même chose et c'est exactement ça qu'elle dénonce. Donc, elle dit non, le nationalisme, ça n'a pas été un moteur qui a aidé les nazis. Au contraire, il fallait le détruire. C'était ça leur objectif pour pouvoir s'étendre sur toute la Terre. Et puis pour elle, c'est une médiation nécessaire aussi, je crois, un petit peu comme peut-être Simone Veil. C'est une médiation nécessaire chez l'homme qui est tout à fait... qui est pas le mal, là, ça incarne pas le mal. Là. Pas du tout. Pour elle, le nationalisme, c'est simplement l'aboutissement laïque de 2000 ans de christianisme, finalement, de recherche de fraternité. C'est comme ça qu'elle le voit. Donc, c'est tout à fait l'antithèse du nazisme, selon Hannah Arendt. Et puis, le troisième penseur du nationalisme que vous appelez à la barre dans votre ouvrage, aussi dans cette première partie, c'est aussi un penseur allemand, mais du 18e siècle, qui s'appelle Johann Gottfried Herder, perçu de nos jours, encore une fois, par les pourfendeurs du nationalisme comme quelqu'un de conservateur, de réactionnaire. Et vous, ce que vous dites là-dedans dans votre ouvrage, c'est que non, c'était pas le cas. C'était quelqu'un vous le qualifiez d'empêcheur de tourner en rond. Quelqu'un qui avait une pensée nationale beaucoup plus riche que ce qu'on en dit de nos jours. Hannah Arendt aimait beaucoup Johann Gottfried Herder. Elle s'est beaucoup inspirée de lui parce qu'il dit essentiellement la même chose qu'elle. Herder, c'est un visionnaire. Il a vécu avant son temps, ce gars-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il a perçu la mondialisation. Il l'a décrit dans son œuvre. Lui, il pense il explique clairement qu'on se dirige vers une uniformisation culturelle du monde. Lui, il pense que c'est le français qui va dominer sur la terre entière parce qu'à ce moment-là, la langue des esprits savants, c'était le français, la langue du commerce, la langue de la diplomatie, la langue de tout ce que vous voulez, la langue des rois. Alors lui, il pense que le monde va être français. Mais outre ça, il décrit très bien la mondialisation du monde. Il décrit très bien comment les industriels vont décrier le nationalisme, que ça les empêche de faire des affaires, que c'est pas bon, à quel point ils vont lancer finalement des rumeurs à propos du nationalisme, exactement comme aujourd'hui le font exactement les gens qui sont dans la même position des siècles plus tard. Alors, c'est un type qui est extrêmement réjouissant. C'est très réjouissant de le lire. Et puis, voilà, pour lui, le nationalisme ethnique, c'est la manière de résister. Le nationalisme tout court, mais le nationalisme ethnique en particulier, c'est la manière de résister à ça. C'est la manière de résister à la mondialisation du monde. C'est de dire non, il existe plein de cultures et il faut les protéger. C'est tout simplement ça pour lui, le nationalisme ethnique. Et il n'y a pas de culture supérieure à une autre. C'est ça qu'il explique. Il dit non. La culture française n'est pas supérieure aux autres, parce qu'à ce moment-là, on pensait que c'était le français. Tout le monde pensait que le français était supérieur à tout le reste. On pensait que pour bien penser, il fallait penser en français, exactement comme on dit aujourd'hui la même chose de l'anglais. On dit exactement ça. Donc, la langue des affaires, c'est l'anglais. Si j'écoute de la musique, c'est bien meilleur en anglais. Les mots sonnent mieux, c'est plus facile. À l'époque, on disait exactement la même chose du français, et Herder le dénonçait. Et il disait, non, les cultures sont toutes égales les unes par rapport aux autres. Tout le monde a quelque chose à apporter. Alors, c'est un type absolument fabuleux. Arendt s'est inspiré de lui. Et moi, ça me fait... J'en reviens pas qu'on
qu'on le calomnie à ce point-là. Mais vous l'avez bien dit, il y a sa pensée est très actuelle. Et moi, il y a 2 aspects que vous soulevez dans votre livre que j'ai retenus qui sont encore très d'actualité. Là. Je pense entre autres à cette querelle que vous décrivez avec Voltaire, où est-ce que Herder dit, Voltaire décriait un petit peu les époques antérieures, en particulier le Moyen Âge, il les regardait avec hauteur et condescendance. Et Herder, lui, il critique Voltaire et il lui dit non, on ne doit pas juger le passé avec nos valeurs du présent, on doit essayer de comprendre le passé, comment il était, il avait ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme notre époque actuelle. Et puis, on ne doit pas regarder ça avec condescendance. Alors moi, j'ai trouvé que à l'heure du déboulonnage, des fois, de statues et puis de personnages, je trouvais que c'était très actuel. Et il y a aussi cet aspect-là que vous avez mentionné. Il critiquait le citoyen cosmopolite, le citoyen du monde, en ce sens que le citoyen du monde, pour lui, c'est un citoyen de nulle part parce que le citoyen du monde n'est pas enraciné à aucun endroit. Il ne s'investit pas dans aucun endroit. Et donc, j'ai trouvé que c'était très actuel comme pensée. C'est tellement actuel parce qu'on en a entendu parler. Là, évidemment, il y a un petit frein, il y a un petit ressac avec la pandémie et tout ça, mais on en a tellement entendu parler des gens qui disent « Ah, moi, je suis citoyen du monde. » Ouais. C'est là qu'est le futur, dans la fluidité. C'est une belle formule, mais... Oui, c'est une très belle formule, mais... oui, non. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça, c'est une autre chose. Exactement. Ce que ça veut dire que... ça veut dire moins de fraternité, ça veut dire plus d'individualisme. Et Arendt, c'est ça qu'elle fait. Elle nous met en garde contre l'individualisme dans les origines du totalitarisme. Elle dit c'est ça, en fin de compte, qui a amené le nazisme. C'est l'individualisme de la société allemande du 19e siècle. C'est pas le nationalisme. Et Herder, dans le fond, il dit un peu la même chose. Il dit non, c'est... il y a un passage à un moment donné, là, je me souviens plus, là, mais il raconte, il dit non, ce que vous appelez fraternité, les mondialistes, les cosmopolites, ce que vous appelez fraternité, ce n'est pas de la fraternité, c'est de la solitude, c'est de l'individualisme et ça va nous mener à notre perte. Il le dit très clairement. Donc, c'est un être absolument incroyable. Et puis, donc, ces 3 penseurs-là que vous appelez pour discuter du nationalisme, le théoriser un petit peu. Donc, il y a Hans Kohn qui avait sa dichotomie sur le nationalisme. Hannah Arendt n'était pas d'accord. Herder, antérieurement, avait une pensée très riche qui s'apparente dont Arendt s'est inspiré. Après cette théorisation-là, dans cette première partie, Emmanuel Lapierre, vous, quelle est votre définition que vous donneriez du nationalisme, de la nation aussi? Ah oui, le nationalisme, je dirais que vraiment, si on y va, là, allons au fond des choses et allons-y simplement, c'est la volonté d'exister d'un peuple. À la base, c'est ça le nationalisme. C'est la volonté d'exister d'un peuple. Et ce peuple se définit par? Alors OK, donc, alors après ça, la deuxième, juste avant d'aller vers la nation, après ça, la deuxième couche qu'on pourrait donner à ça, ça serait de dire, OK, comment fait-on pour exister? Le nationalisme est né par opposition à la monarchie. C'est ça l'ingrédient de base. Donc, c'est de dire, il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus de conditions différentes au sein d'un peuple. Il n'y a plus de royauté. Il n'y a que des citoyens. Donc, nous sommes tous égaux les uns par rapport aux autres. Donc, c'est l'égalité qui fonde le nationalisme. Alors, c'est la volonté d'exister d'un peuple à travers l'égalité entre les citoyens. Cette égalité-là est de 2 types, une égalité de droit et une égalité de langue, de culture, de mémoire. Donc, c'est ça le nationalisme. Et puis, si on pouvait continuer à l'heure actuelle, par exemple, dans une société qui possède ses attributs, mais qui, en même temps, reçoit beaucoup d'immigrants. Quelle place quel système une nation pour pouvoir continuer d'exister en tant que nation, mais en même temps qui accueille beaucoup d'immigrants qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres cultures, d'autres référents? Quel est le modèle d'intégration à mettre de l'avant pour ces gens-là? Est-ce que c'est, par exemple, l'assimilation? Est-ce que c'est l'interculturalisme un peu à la Gérard Bouchard? Le multiculturalisme, c'est un petit peu antinomique avec le nationalisme. Donc, quel modèle vous voyez, vous, dans cette définition-là de la culture que vous avez, de la nation, pardon? J'ai fait exprès de ne pas parler de ça dans mon livre. C'est quand même un angle mort, hein? Non, moi, je vois pas ça comme un angle mort parce que j'aurais pu écrire un livre essentiellement politique. Je ne l'ai pas fait. En fait, même, je dirais que
la première version de ce livre-là que j'ai écrite, elle s'enlignait un peu plus comme ça. Et au bout de 2 ans, j'ai recommencé à zéro. OK. Parce que je pense que je fais... Moi, ce livre-là, pour moi, il sert à éveiller les consciences. Et par la suite, je fais davantage confiance à notre intelligence collective qu'à ma pauvre petite intelligence à moi pour répondre à ces questions très importantes pour l'avenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous contribuez à la réflexion. Ça, c'est déjà très bien. Puis là-dessus, eh bien, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve pour la suite avec Emmanuel Lapierre pour discuter de la 2e partie de son ouvrage « Le duel culturel des nations ». Et on va entendre une chanson de l'auteur-compositeur-interprète Inou Shawit, qui est d'ailleurs en duo avec Yves Lambert, qui est d'ailleurs un choix de notre invité. Et on se revoit tout de suite après. Les raquettes sont parées, le troupeau de caribou vers nos familles, il faut mener. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller, s'en aller. Réveille-toi son père, le jour est levé. Réveille-toi son père, l'aurore s'est levé, s'est levé. Faut pas se décourager, les raquettes sont parées. On peut pas s'arrêter contre la famille, il faut lutter. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller, s'en aller.
est de retour avec Emmanuel Lapierre pour discuter de son ouvrage, la deuxième partie de son ouvrage Duel culturel des nations. Et puis, Emmanuel Lapierre, le choix musical, le premier choix musical que vous avez fait, Shawit, y a-t-il une raison pour ça? Oui, alors Shawit avec Yves Lambert, c'est une chanson hybride finalement entre la culture Innu, la culture, le trad québécois. Mm-hmm. Et j'ai choisi cet extrait-là tout simplement parce qu'on entend beaucoup dans les médias les problèmes qu'on vit par rapport aux nations autochtones, la manière dont elles sont ostracisées et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'exemples d'amitié qui existent entre les Québécois et les différentes nations autochtones dont on ne parle pas, mais qui existent et qui sont pratiquement uniques en Amérique du Nord. Ouais. On a des liens qu'on a pu tisser avec ces gens-là, donc je voulais simplement le rappeler par le choix de cette chanson. Merci, très bon choix. Alors, après avoir exploré les différentes théories du nationalisme dans notre première partie, abordons maintenant la thèse principale de votre essai et qui a donné son titre à votre ouvrage. Emmanuel Lapierre, qu'est-ce que le duel culturel des nations? Le duel culturel des nations, c'est un nouveau concept en sciences humaines, un peu comme le marxisme, c'est-à-dire que le marxisme a théorisé qu'il existait une lutte entre les classes sociales. Mm-hmm. Alors, moi, ce que je dis, c'est oui, fort bien, mais moi, j'amène un autre angle d'analyse qui dit qu'il existe aussi une lutte entre les cultures sur la Terre. OK. Et puis, qu'est-ce qui est le moteur de cette lutte entre les cultures? Est-ce que c'est le rejet de l'altérité? Est-ce que c'est un sentiment de supériorité de certaines nations ou le capitalisme mondialisé? Je pense qu'il existe différentes sources, effectivement, qui peuvent expliquer cette situation-là. Je pense que le capitalisme mondialisé est une source importante, très importante de cette situation-là. Elle n'est certainement pas la seule. Je pense qu'il y a aussi certainement des sources qui sont irraisonnées, qui sont de l'ordre du sentiment. Quand on pense, par exemple, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Quand on pense au Canada, l'attitude qu'il peut avoir vis-à-vis la possibilité que le Québec devienne un pays indépendant, on tombe beaucoup dans les sentiments assez rapidement. Donc, ça va au-delà de la raison. Ouais, ouais. Donc, où on pourrait penser, même chose, s'il s'avérait qu'une nation autochtone déclare son indépendance, je pense qu'il y aurait certainement d'autres raisons que le capitalisme mondialisé pour expliquer pourquoi le Québec ne voudrait pas nécessairement que ça se produise, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans cette théorie-là du duel culturel des nations, il y a des nations dominantes et il y a des nations dominées. Et donc, au sein du Canada, il y a plusieurs rapports entre dominants et dominés. Oui. Alors, donc, partout sur Terre, il y existe des nations dominantes qui tentent d'assimiler les nations qu'elles dominent, donc les nations dominées. C'est un phénomène qui est universel, qui a été très bien répertorié par l'UNESCO, qui a publié régulièrement, elle a cessé de le faire en 2010, mais qui a publié régulièrement un rapport des langues en danger sur la Terre. Et le résultat de cette analyse-là, c'est que de 50 à 90% des langues parlées dans le monde, qui sont autour de 6000, vont avoir disparu d'ici 2100. C'est énorme. C'est énorme. 50 à 90%, mon Dieu. Alors, eux autres, ils se sont surtout centrés sur les langues autochtones, en réalité, en écrivant ce rapport-là. Ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que si, par exemple, si on regarde leurs portraits qu'ils font en Amérique du Nord, ils ne parlent pas du tout de la situation du français. S'ils vont en Europe, par exemple, ils ne parleront pas du tout de la situation des Catalans, par exemple. Okay. Alors, on pourrait même penser que le portrait est encore pire que ça. Parce que nous, on le sait très bien, que le français n'est pas en très bonne santé actuellement, au Canada du moins. Au Québec, ça se discute. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais au Canada, je pense que c'est assez incontestable. Et pourtant, le rapport n'en fait pas du tout mention. Il y a moins de vitalité qu'il y en a déjà eu, ça c'est sûr. Et en tout cas, les statistiques ne sont pas très encourageantes. Alors, tout ça pour dire que partout dans le monde, il y a donc des nations dominées qui tentent d'assimiler des nations dominantes qui tentent d'assimiler des nations dominées sur les territoires, sur les différents territoires. Donc, ça s'est fait, on s'en rend pas trop compte parce que ça se fait de manière très, 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 très lente, très graduelle au fil des siècles. Avant qu'une culture disparaisse ou disparaisse à peu près pratiquement au complet, ça peut prendre plusieurs siècles. Donc, on s'en rend plus ou moins compte. C'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre-là, en expliquant plusieurs cas de figure. Donc, je parle, par exemple, du Pays de Galles.
Les Gallois il y a un chiffre que j'ai pris pas du tout de manière innocente. Donc, je parle à un moment donné je parle l'action finalement au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, alors que les Gallois, à 80%, ont toujours le gallois pour langue maternelle. Ce qui est à peu près le pourcentage qu'on a ici au Québec en ce moment. On est un peu sous les 80% en ce moment. Donc, on est à peu près au même point où les Gallois se trouvaient à ce moment-là. Ouais. Et je montre leur descente aux enfers, finalement, à quel point la langue galloise s'est perdue. Aujourd'hui, je ne me souviens plus de la statistique exacte, mais c'est autour de 12%, je pense, ou quelque chose comme ça, de gens qui maîtrisent encore très bien le gallois, qui peuvent le parler couramment. Donc, il y a une dégradation comme ça qui s'est faite au Pays de Galles et ça s'est déroulé de la même manière partout dans le monde. Et dans ce processus-là, où est-ce qu'une culture, une langue se dégrade petit à petit, vous dites qu'il y a une période médiane où est-ce que là, on a sur le même territoire une sorte de concurrence entre deux langues. Il y a la langue du dominant et la langue du dominé. Oui, donc il y a une période de coexistence, de biculturalisme, on pourrait dire, de bilinguisme, où les deux langues cohabitent, mais c'est une période qui est instable. C'est un moment qui est instable, qui ne peut pas perdurer dans le temps. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours finir par choisir la langue qui est la plus pratique, la langue qui leur procure le plus d'avantages. Donc, c'est sûr que c'est la langue du dominant qui finit par gagner à long terme si on reste dans une situation de neutralité. La seule manière de s'en sortir, à peu près, c'est de changer les institutions. Donc, autrement dit, et la façon la plus radicale de faire ça, c'est de créer un pays indépendant parce que sinon, la culture dominée ne possède pas les moyens nécessaires de protéger sa langue et sa culture. Donc, l'indépendance politique pour une nation dominée est la solution pour éventuellement préserver sa langue, sa culture. C'est la solution ultime. Ceci dit, en général, les nations dominées, on a juste à regarder ici au Québec, vont chercher à rester au sein de l'État qui a été créé par la nation dominante. Ce qui va amener cette voie ultime-là, c'est le rejet de la nation dominée par la nation dominante ou le fait que la nation dominante ne veut pas sortir de son mode d'assimilation. C'est comme si... Alors, les Québécois ont longtemps cherché à faire partie du Canada. Ce qui a mené aux crises de 1980 et de 1995, c'est le rejet constant du Canada de la société distincte qui était le Québec. Ouais, chez le dominé, à une certaine période aussi, il y a cette forme d'aliénation-là qui fait en sorte qu'ils veulent être acceptés par le dominant, ils veulent épouser quasiment la culture chez certains du dominant. Et malgré cette aliénation-là, cette bonne foi à l'égard du dominant, mais le dominant ne reconnaît jamais la culture du dominé et puis vient qu'à l'intégrer. Il faut dire qu'ici au Québec, on est dans une situation particulière. Je connais peu d'endroits dans le monde où la nation dominée est entourée de pratiquement 400 millions de locuteurs de la nation dominante ou d'un groupe culturel dominant. Tu sais, l'anglo-saxon, nous autres ici. Il y a peut-être les Ouïghours qui ont une situation semblable à la nôtre, mais en Europe, la situation ne se pose pas comme ça. Tu sais, pour un Suisse-Allemand, tu sais, je veux dire, c'est pas tant menaçant autour. Là, tu sais, je veux dire... Donc, eux autres, je prends le cas de la Suisse, par exemple, ils réussissent plus ou moins à coexister, puis ça va quand même relativement bien parce qu'ils sont dans une configuration différente. Donc, ils peuvent s'accepter mutuellement. Il n'y a pas une espèce de poids insurmontable, de poids démographique insurmontable, comme on le vit ici. Alors, nous, c'est sûr qu'on n'a pas d'autre choix. Là. Je veux dire, ça ne se pourra pas. Là. La nation canadienne anglaise ne voit même pas son propre nationalisme ethnique. À ses yeux, il n'existe pas. Non, et alors, puis ça, c'est un aspect que vous soulignez d'ailleurs. Dans le fond, le Hans Kohn, dans cette dichotomie de bons nationalistes politiques, civiques, il voyait la plupart des nations anglo-saxonnes, les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni, le Canada. Mais vous, ce que vous montrez aussi à travers votre livre, c'est que ces nations-là ont pratiqué, font du nationalisme ethnique elles aussi. Et puis, bien souvent, leur nationalisme politique, quand elles se vantent un peu de ce nationalisme politique-là, c'est après des décennies de discrimination envers les dominés pour les intégrer, justement.
Puis un coup que cette intégration-là est faite, mais là, on peut dire qu'on fait du nationalisme politique civique, mais il y a du nationalisme ethnique à l'intérieur de ça aussi. Bien, complètement. Et puis tout ça, c'est l'autre particularité, c'est que ça se déroule dans le silence, ça se déroule dans le secret, ça n'est pas nommé. Les nations dominantes ne parlent pas de leur nationalisme ethnique, et pourtant, l'assimilation, elles la font, consciemment ou inconsciemment. Parfois, je pense que c'est tout à fait conscient. Parfois, j'ai l'impression que ça doit être aussi inconscient. Je ne le sais pas. Je pense que je lance quelque chose, donc j'invite quiconque s'intéresse à cette question à creuser la chose. Bien, vous mentionnez quand même des faits comme, par exemple, Theodore Roosevelt au 19e siècle qui parlait il faut américaniser les esprits en parlant des nouveaux arrivants. Et puis, on pourrait mentionner aussi son descendant, Franklin Delano Roosevelt. Je pense que c'est Jean-François Lisée dans son ouvrage « Dans l'œil de l'aigle » qui avait rapporté une phrase où est-ce qu'il écrivait une lettre à la Mackenzie King au Canada et puis il disait « Si vous voulez, on va vous donner des trucs comment que nous on a fait pour assimiler les Canadiens français aux États-Unis. Vous pourriez faire pareil avec les Canadiens français chez vous. » Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que Mackenzie King a répondu, mais bon, fait qu'ils ont ce nationalisme ethnique-là qu'ils ont mis de l'avant quand même. C'est pas purement civique et politique. Là. Oui, et c'est le fait, et ce n'est pas le fait que des Anglo-Saxons. C'est le fait de toute nation dominante d'avoir tendance à faire ça. Je veux dire, qu'on regarde, par exemple, je parle dans ce livre-là aussi d'Ernest Renan. Oui. La célèbre définition de la nation d'Ernest Renan. Dans son célèbre discours « Qu'est-ce qu'une nation ?» Mais finalement, quand on regarde ce discours-là, ce qu'on comprend, c'est qu'il associe le nationalisme français à du nationalisme civique et le nationalisme allemand à du nationalisme ethnique. Mais il ne parle pas du tout de ce que les Français font pour assimiler les Basques ou pour assimiler les Corses ou pour assimiler toutes les minorités qui se sont trouvées sur ce territoire-là, pour assimiler les Alsaciens, pour assimiler... les Bretons, pour assimiler qu'il y en avait, là, tu sais. Oui, tout à fait. Alors, mais pour lui, ça n'existait pas, tu sais. Alors, c'est le même réflexe tout le temps du dominant de ne pas voir son propre nationalisme ethnique ou de le cacher, ou un mélange des deux, on ne sait pas trop. En 2017, là, quand il y a eu toute l'histoire en Catalogne là, du référendum et tout ça, et les appels, il y avait des nationalistes furieux là, en Espagne qui criaient au nationalisme ethnique catalan puis qui disaient, nous, en Espagne, c'est du nationalisme civique. Tu sais. C'était la même dynamique. Les Espagnols ont fait la même chose. Alors, c'est comme une espèce de trait psychologique du dominant de faire ça. Et une de vos inspirations principales pour élaborer cette théorie du duel culturel des nations, vous dites, c'est l'ouvrage « La fatigue culturelle du Canada français » d'Hubert Aquin. En quoi est-ce que ça vous a inspiré, cet ouvrage-là d'Aquin? Ça a été une très grande inspiration, très grande source d'inspiration. Hubert Aquin qui va publier cet article-là en réaction à Pierre Elliott Trudeau, qui avait publié un article, je ne me souviens plus de l'année exacte, là, je ne sais pas si tu l'as pas loin. Mais... Non, je ne l'ai pas. En tout cas, bref, Pierre Elliott Trudeau, qui était un peu dans la ligne directe de la théorie d'Anscombe, finalement, qui explique que le Canada doit être une société civique et que le nationalisme ethnique du Québec, c'est mauvais. Alors, et donc, Hubert Aquin qui va réagir à ça en écrivant La fatigue culturelle du Canada français, qui va répondre à Pierre Elliott Trudeau. Et dans cet article-là, qui est absolument génial, qui est absolument fabuleux, qui est écrit d'une langue très, très belle, il va répondre différentes choses et il y a un passage, moi en particulier, qui m'a frappé pendant des années, auquel j'ai pensé pendant des années. J'arrivais pas à comprendre pourquoi il me revenait tout le temps de manière obsessive. Je me levais la nuit, j'ouvrais mon ordinateur et je lisais le passage. Ah oui? Je retournais me coucher. Oh. Je faisais ça des fois. J'étais là, voyons, il y a quelque chose là-dedans, je ne comprenais pas c'était quoi. Puis à un moment donné, j'ai compris, et comme la lumière fut, alors il y a un passage où il parle, il explique que nous sommes aliénés, bien sûr, les Québécois, mais il explique que c'est court, là, il passe à autre chose ensuite. C'est ça l'affaire, c'est qu'il élabore pas là-dessus. Il aurait pu élaborer plus. Il tenait quelque chose. Alors moi, c'est ça que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai élaboré son idée. Vous avez continué. J'ai continué. En fait, l'idée était déjà là, mais quand je suis tombé là-dessus, je fais « Ah, mon Dieu, mais
On a un filon, là. On a vraiment un filon. Et puis, c'est comme si lui, ce qui explique, c'est que l'espèce de désir de nous assimiler du Canada s'étend en dehors des institutions politiques. Et donc, les institutions politiques, jusque dans une certaine mesure, ne peuvent pas le contrer. Ça se passe dans le quotidien. Ça se passe un peu partout, dans toutes les consciences. Ça ressemble un peu au concept de nationalisme banal de Billig. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est que il y a des gestes nationaux qui se déroulent dans notre quotidien. Il dit comme par exemple, par exemple, quand les écoles, quand ils mettent le drapeau, ils mettent le drapeau, il y a des gestes comme ça où le fait que tu regardes la météo et puis c'est la météo d'un bout à l'autre du Canada. C'est pas la météo. Alors, c'est comme dans l'inconscient. C'est ça. C'est comme si on bâtit la nation dans des gestes inconscients au quotidien. Tout ça. Alors, ça, c'est le... Mais alors, lui, il dit un peu la même chose, mais il parle plutôt d'un combat, finalement, qui existe entre les dominants et les dominés, qui se déroule un peu partout, en dehors des institutions politiques, et donc que les institutions politiques ne peuvent rien pour le contrer, parce que c'est beaucoup trop puissant. Alors, moi, j'ai repris ça et j'ai extrapolé ça, j'ai vraiment intégré cette idée-là pour faire le duel culturel des nations. Alors, je pense qu'effectivement, si on ne change pas radicalement les institutions qui nous gouvernent, on ne peut rien contre le duel culturel des nations qui se déroule ici au Canada, par exemple. Et on a juste à regarder autour de nous pour s'en convaincre. Par exemple, le gouvernement Legault, par exemple, souhaite, bien sûr, que les immigrants s'intègrent, n'est-ce pas? Ouais. Ils dépensent de l'argent pour ça, les cours de français, etc. Or, ça ne se passe pas autant qu'ils le voudraient. Les chiffres montrent que c'est environ la moitié. La moitié des immigrants qui arrivent vont s'intégrer, vont adopter le Québec. Ça veut dire quoi s'intégrer? Ça veut dire qu'ils vont adopter l'identité québécoise, qu'ils vont utiliser la langue française, qu'ils vont se faire des amis, ils vont avoir un réseau francophone, un réseau d'amis parmi les francophones et tout ça. Et là, l'autre moitié, ils ne font pas ça. Eux autres, leur identité qu'ils vont choisir, c'est le Canada. Et ils vont plutôt adopter l'anglais comme langue d'adoption. La culture d'adoption, ça va être tout ce qui est américain, tout ce qui est canadien, tout ça. Alors, pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi, alors que Legault, lui, c'est ça qu'il souhaite, les ressources sont là, la population, c'est ce qu'elle souhaite. Pourquoi ça ne se passe pas? C'est parce que le problème s'étend en dehors des institutions. C'est parce que c'est un problème beaucoup plus grand contre lequel les institutions politiques ne peuvent rien, en réalité. C'est peut-être plus des institutions civiles qui favorisent ça, peut-être. On pense que la communauté anglophone de Montréal a des institutions, des universités, elle a des structures là, vraiment qui font en sorte qu'elle peut accueillir ces gens-là qui veulent s'identifier plus au Canada. Bien sûr, mais dans un Québec indépendant, la donne changerait. La donne changerait. C'est parce qu'il y a une volonté profonde qui vient du Canada pour que ça se passe comme ça. C'est pour ça. Et même chose, au Canada, on dépense beaucoup d'argent dans le biculturalisme, dans le multiculturalisme. On donne de l'argent pour qu'il y ait des institutions bilingues, pour qu'on puisse s'adresser en français à différentes instances fédérales partout au pays. Tout ça reste très théorique. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté très profonde, consciente ou inconsciente, pour bloquer ce projet-là. Donc, oui, voilà. Donc, c'est de là que vient l'intuition d'Hubert Aquin que j'ai utilisée. OK. Vous abordez aussi différents peuples autochtones qui forment aussi des nations dominées au Canada. Et plusieurs sont passés d'ailleurs très près de disparaître, mais après les réserves, après les pensionnats et autres tentatives d'assimilation canadienne, auxquelles d'ailleurs le Québec a parfois malheureusement collaboré. Vous remarquez un esprit de résistance et une volonté de se réapproprier leur culture, leur langue, notamment chez les Inuits. C'est bien ça? Oui. Donc, moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, moi, c'était important pour moi d'inclure une composante autochtone dans ce livre-là, alors qu'au moment où j'ai commencé à l'écrire, c'était pas évident. Donc, le monde a tellement changé depuis 7 ans. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre-là il y a 7 ans environ, début 2016. Et puis, à ce moment-là, c'était pas quelque chose qui était évident, mais pour moi, c'était important de le faire. J'ai été, pendant toutes ces années-là, en réserve pour me faire des liens dans la communauté,
rencontrer. Donc, dans ce livre-là, je parle de Anantan Kapesh, qui est la première auteure Innu. Et son livre « Je suis une maudite sauvagesse » qui est incroyable. Je recommande à tout le monde si vous n'avez pas lu ça. Donc, je suis allé rencontrer différents intervenants, dont son fils adoptif, John, qu'elle a élevé, tout ça, qui m'a parlé d'elle, qui m'a parlé de différentes choses qu'il a vécues avec elle. Et donc, oui, ça me semblait très important d'incorporer cette dimension Innu, le nationalisme Innu. Et je me suis rendu compte en me rendant là-bas, en participant à différents événements, que oui, le nationalisme Innu est en train de grandir et qu'ils vivent exactement les mêmes choses qu'on vit, nous, qu'on vit ailleurs au Québec aussi. Ils vivent les mêmes frustrations, ils vivent les mêmes manques. Et je pense que ce que m'a appris cette recherche-là, ce livre-là, c'est que je souhaite vraiment de tout cœur que les Québécois ne reproduisent pas les mêmes erreurs que le Canada. Ouais. C'est mon plus grand souhait. Qui ne joue pas aux dominants. Qui ne joue pas aux dominants à l'égard des Inuits. Les Québécois, c'est vraiment... Et je pense qu'ils sont capables de le faire parce qu'ils sont dans la chaise très spéciale d'être à la fois dominés et dominants. Mm-hmm. C'est une chaise assez particulière, mais je pense que ça leur donne quand même une sensibilité, une écoute par rapport à la position similaire que vivent les Inuits et toutes les autres nations autochtones au Québec en ce moment. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir faire en sorte qu'on puisse réaliser ensemble un pays du Québec, qu'on puisse faire une indépendance tous ensemble un jour. Et puis, vous le dites dans votre livre, vous venez de le dire aussi, l'indépendance, c'est la clé pour survivre culturellement et linguistiquement. Bien, pour nous, ça l'est. Ouais. Ici, ça l'est. Ailleurs, je ne le sais pas, mais ici, c'est sûr. Particulièrement. Ouais. Et puis, en attendant, vous dites votre livre, vous ne voulez pas donner de prescription, vous ne voulez pas donner de leçons à quoi faire, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bien, il y a des choses qu'on peut faire à petite échelle. Moi, personnellement, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, c'est que le duel culturel des nations, ça s'étend aussi à l'échelle mondiale. Hein? Donc, ça se fait au sein des États, mais ça se fait aussi entre les États. Et en ce moment, donc, il y a un État qui essaye de dominer tous les autres, c'est les États-Unis, d'un point de vue culturel. Et donc, je pense que tout le monde s'en rend compte. On a juste à regarder notre liste de lecture, d'écoute. Il faut se rendre compte que 90% de ce qu'on écoute, c'est en anglais. Ce qu'on regarde, ça vient des États-Unis, etc. D'ailleurs, des fois, on peut penser que c'est la loi du marché qui fait qu'ils s'imposent plus, mais après la Deuxième Guerre mondiale, à travers le plan Marshall, notamment, ils l'ont imposé leur culture aux cultures européennes et tout. Donc, oui, tout à fait. Continuez. Tout à fait. Alors, bref, moi, juste sur moi, personnellement, j'essaie d'écouter de moins en moins de musique anglophone, de regarder de moins en moins de films américains. Et je le fais en fait, à la hauteur de ce qu'il représente démographiquement avec le Royaume-Uni au sein du monde, c'est-à-dire environ 5%. Mm-hmm. Il représente démographiquement environ 5% du monde. Je dis, OK, parfait. Fait que moi, de 5 à 10% de ce que j'écoute, c'est américain. Vous mettez des quotas comme ça. Oui, moi, je me mets un quota. Puis le reste, j'essaie de découvrir le monde, finalement. Et vous terminez votre essai en décrivant votre désir de voir le Québec accéder à son indépendance et en citant l'épitaphe de la pierre tombale de Jacques Parizeau, sur laquelle il est écrit « N'ayez pas peur ». Alors, avez-vous bon espoir de voir sous peu le Québec accéder à son indépendance politique? Je pense que ça pourrait arriver plus vite. Qu'on le pense? Oui, plus vite que prévu. Bien sûr, c'est long, 3 ans avant les prochaines élections. Mais clairement, il y a un vent qui souffle en ce moment. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe clairement quelque chose avec la mort de Carl Tremblay, avec la déclaration lors de la victoire des Alouettes, et avec évidemment, sans parler des sondages qui placent le Parti québécois en tête des intentions de vote actuellement. Et si on additionne ça au vote de Québec solidaire, ça fait pas mal de votes indépendantistes, ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire... et puis... donc, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose à tel point que même les autres partis d'opposition, même le Parti libéral, même se sentent obligés d'incorporer une espèce de dimension nationaliste dans leur discours. Alors là, tous les partis politiques s'entendent. Il faut être plus nationaliste. Alors là, il se passe réellement quelque chose. Il y a un momentum. Il y a vraiment un momentum en ce moment et je pense qu'on pourrait être surpris. Bon, bien, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Emmanuel Lapierre. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le duel culturel des nations »,
paru chez Boréal à l'automne 2023, toujours disponible en librairie. Merci pour cet entretien, ça a été très agréable et la réflexion aussi très riche. Même chose de mon côté, merci beaucoup. C'était Martin Lavallée au micro de Notre Histoire en tête. On se revoit une prochaine. Je vous remercie. Au revoir. On n'apprivoise pas les chats sauvages, pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.